Jacques Moreau était un fermier vivant dans la campagne normande qui travaillait d'arrache-pied pour maintenir à flot sa petite exploitation. Un matin, il donna toute sa récolte à un ancien soldat affamé. Cet acte de générosité le laissa sans rien sur son étal au bord de la route et exposa sa famille au risque de perdre le reste de ses terres. Mais 3 jours plus tard, un convoi de véhicules militaires apparut sur la route caillouteuse, révélant que la décision prise par Jacques avec son cœur n'était en réalité que le début d'une histoire bien plus grande. Bonjour les amis, bienvenue sur Gleanbox. Jacques Moreau, dans son petit village près de Cormeilles, disposait soigneusement ses tomates sur l'étal en bois qu'il avait installé au bord de la route. Après avoir essuyé son front en sueur avec la manche de sa chemise, il jeta un coup d'œil aux 10 arpents de terre derrière son étal. Cette terre était le dernier héritage de sa famille depuis 4 générations. 3 années de sécheresse l'avaient contraint à vendre la majeure partie de ses terres. Dans le silence de la journée, il regarda sa montre. Il ne lui restait plus que 5 jours pour rembourser son crédit. Il avait réussi à rassembler une partie de la somme, mais il lui manquait encore 200 euros. Sans miracle d'ici le week-end, tout ce dont il avait rêvé risquait de s'effondrer. Les ventes étaient faibles. L'abondance des produits agricoles dans la région avait accru la concurrence. Son dernier espoir était son vieux camion Peugeot. Chaque matin, le grondement mécanique du moteur lui disait qu'il ne tiendrait plus longtemps. Mais il n'avait pas les moyens de le faire réparer. Sans son camion, il ne pouvait pas aller au marché. Jacques vivait seul dans la ferme en pierre que son grand-père Lucien avait construite de ses propres mains après la Seconde Guerre mondiale. Sa femme, Sabine, était décédée 2 ans plus tôt d'un cancer du sein. Les frais médicaux avaient épuisé toutes les économies de Jacques. Il ne lui restait plus que sa ferme et sa maison remplie de souvenirs. Quoi qu'il arrive, Jacques accueillait chaque client avec un sourire sincère. Les habitants de la région appréciaient ses produits pour leur qualité et son honnêteté. « Tes tomates sont les meilleures du pays d'Auge », lui disait-il. Ces mots étaient la seule force qui permettait à Jacques de tenir bon. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, Jacques remarqua quelqu'un qui marchait lentement sur le chemin de terre. L'homme portait un jean délavé et une casquette usée de la Légion étrangère qui attirait immédiatement l'attention. Il marchait d'un pas raide, mais boitait légèrement d'une jambe. Chacun de ses pas semblait raconter une histoire du passé. L'inconnu s'arrêta devant l'étal de Jacques. Il regarda longuement les légumes sans les toucher. Le regard de Jacques se posa sur un ancien insigne de guerre, fixé sur le bord du chapeau. L'insigne représentait l'emblème d'une unité de parachutistes, probablement de la guerre d'Algérie. « Les tomates ont l'air très bonnes », dit l'homme d'une voix calme, empreinte de la fatigue des années. « Je les ai cueillies ce matin, elles sont entièrement naturelles. Elles ont encore le goût du soleil », répondit Jacques avec sincérité. À cet instant, ce n'était plus seulement un agriculteur et un ancien combattant qui se rencontraient, mais 2 vies différentes qui se croisaient. Jacques regarda longuement l'homme. Ses yeux étaient enfoncés par la faim et ses doigts tremblaient. Et Jacques prit une décision. « Vous servez les hommes », dit l'homme en inclinant lentement la tête. « J'ai fait 2 missions en Afghanistan. Je m'appelle Michel-Jacques Valin. » Jacques s'arrêta un instant en entendant ce nom. Puis il répondit en secouant légèrement la tête. « Merci Michel, pour votre service, vraiment. » Michel prit une tomate dans sa main, la tourna lentement, la sentit, puis la reposa. « Aujourd'hui, je ne fais que regarder, » dit-il en baissant les yeux. « J'essaie de joindre les 2 bouts avec ma pension d'invalidité jusqu'à la fin du mois. » Jacques remarqua alors à quel point l'homme était maigre. Les mains de Michel tremblaient légèrement. Ses pommettes étaient saillantes, sa peau était pâle. Il était évident que cet homme n'avait pas mangé correctement depuis longtemps. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un bon repas », dit Jacques en le regardant dans les yeux. Michel haussa les épaules. « J'ai connu des jours meilleurs », marmonna-t-il. « J'ai été licencié de mon travail de sécurité le mois dernier. La douleur dans ma jambe est devenue insupportable. J'attends toujours une réponse de l'aide sociale, mais les choses avancent lentement ici. » Jacques pensa aussitôt à son réfrigérateur vide et aux factures qui s'empilaient sur la table de sa cuisine. Le paiement de son hypothèque, il n'avait toujours pas fini de le rembourser. Mais à cet instant, la fatigue sur le visage de l'ancien soldat en face de lui, la fierté silencieuse dans ses yeux, tout cela prit le dessus. Il n'y avait ni révolte ni plainte dans la voix de Michel, seulement une acceptation silencieuse.
Attendez ici, dit Jacques soudainement, en se retournant avec détermination. Il passa derrière le comptoir et prit un carton vide. Puis, sans dire un mot, il commença à le remplir de légumes. Tomates, concombres, haricots verts, pommes de terre. Michel recula d'un pas. « Je ne peux pas prendre tout ça, dit-il d'une voix légèrement plus forte. Ce n'est pas à vendre. » Jacques continua de remplir la boîte tout en secouant la tête. « C'est pour toi. » Michel secoua la tête. « Je n'accepte pas la charité, dit-il d'une voix déterminée mais fatiguée. Jacques s'arrêta. Il posa ses mains sur les côtés de la caisse et regarda Michel dans les yeux. « Ce n'est pas de la charité. Considérez cela comme un remerciement pour votre service. » Michel hésita. Il semblait lutter entre sa fierté et sa faim. Ses épaules se raidirent, ses mains se crispèrent. « Je ne suis pas parti à la guerre pour manger des légumes, dit-il d'une voix rauque. « Je sais, dit Jacques d'un ton doux. Mon père a fait la guerre au Vietnam. Il me disait toujours que le plus dur dans la guerre, c'était de rentrer chez soi et d'être oublié. Les gens ne se souviennent pas de toi. Ne deviens pas comme eux, Michel. » Tout en parlant, Jacques ajouta 6 épis de maïs dans la caisse. C'étaient les produits qui se vendaient le mieux et qui rapportèrent le plus chaque semaine. En les rangeant, il pensait à ses propres besoins, mais aussi à l'honneur de l'homme qui se tenait devant lui. « Prenez-les, insista-t-il. Il y en a encore plus là d'où ça vient. » Bien sûr, ce n'était pas tout à fait vrai. La boîte contenait près de la moitié des produits qu'il avait récoltés ce matin-là. En raison de la sécheresse de cette année, le rendement avait déjà diminué de 30% par rapport à l'année précédente. Michel baissa la tête et prit lentement la boîte dans ses bras. Son visage reflétait un mélange de gratitude, de honte et de fierté. « Je ne sais pas quoi dire. » Jacques fit un pas en avant. « Tu n'as rien à dire, dit-il sincèrement. Profites-en simplement. » À cet instant, au bord d'une route rustique de la campagne française, un lien invisible mais puissant se tissa entre un ancien agriculteur et un ancien soldat. Et ce lien était le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand. Michel s'était retourné pour partir lorsque Jacques le rappela. « Attends un instant, dit-il. » Puis il se dirigea lentement vers l'ancienne glacière. Il souleva le couvercle et en sortit plusieurs boîtes en carton. Chacune contenait des œufs bruns provenant de ses propres poules. Il en choisit soigneusement une vingtaine et les rangea dans la boîte. « Des protéines. Ton corps en a besoin, » ajouta-t-il d'une voix douce. Les yeux de Michel s'humidifièrent. Ses lèvres tremblèrent, mais il ne pleura pas. Pour quelqu'un comme lui, c'était plus difficile que d'être blessé sur un champ de bataille. « Vraiment ? Merci, Jacques, » dit-il d'une voix faible. Puis il s'éloigna à pas lents. 1 heure plus tard, un couple âgé arriva. Jacques les reconnut immédiatement. Monsieur et Madame Lemaître, des gens aimables qui faisaient régulièrement leurs courses chez lui chaque semaine. D'habitude, ils achetaient une douzaine de tomates, mais cette fois-ci, ils n'en choisirent que 2. La femme regarda Jacques avec un air triste. « Excuse-nous, Jacques, notre retraite ne suffit plus comme avant, » dit-elle en soupirant. « La sécurité sociale devient de plus en plus difficile chaque année. » Jacques hocha la tête. Il ne dit rien. Il ne ressentait ni culpabilité ni ressentiment. Il savait simplement que, comme son pays, eux aussi traversaient une période difficile. À la tombée de la nuit, Jacques regarda dans sa caisse. Il n'y avait que 37 €. La foule du week-end n'était pas venue. Quelques voitures avaient ralenti, jeté un coup d'œil à l'intérieur et étaient reparties. Pourtant, ce week-end devait être décisif pour lui. Ce soir-là, il était assis seul dans la cuisine de sa ferme en pierre. Sur la table, un cahier, un stylo, une théière. Il parlait aux chiffres, avec désespoir. Même s'il vendait tout le lendemain, il ne pourrait pas payer son hypothèque. Il prit une profonde inspiration. « Si seulement je n'avais pas vendu ces œufs », murmura-t-il. Mais il se sentit aussitôt honteux de cette pensée. Il se souvint du visage de Michel, affamé mais digne. Le lendemain matin fut encore pire. Le ciel s'était assombri. De lourds nuages gris s'étaient abattus sur la Normandie. Vers midi, la pluie avait commencé à tomber, transformant la terre en boue. Jacques s'était dépêché de sauver ses légumes de l'étal et avait rentré une grande partie de sa marchandise. De toute façon, avec un temps pareil, il n'y aurait pas de clients. Alors qu'il fermait son étal, son téléphone sonna. Le nom de la banque s'afficha à l'écran. Il plissa les yeux et poussa un profond soupir. « Allô ? Ici la banque de Caen. Monsieur Moreau, nous vous appelons au sujet de votre hypothèque. » Jacques ferma les yeux. « Je sais, »
dit-il. Encore quelques jours. Nous vous avons déjà accordé une certaine flexibilité, mais nous ne pouvons pas prolonger le délai une fois de plus. Si vous ne payez pas, nous serons contraints d'entamer la procédure, dit la voix, ni froide ni chaleureuse. Il n'a pas cessé de pleuvoir tout le long du marché. Jacques est resté assis jusqu'au lundi matin, regardant la pluie tomber sans espoir. Il avait désormais besoin d'un miracle pour payer. Mais ce miracle ne semblait pas vouloir se produire. Lundi matin, 8 heures. Jacques se préparait le café dans sa vieille bouilloire et remarqua que ses mains tremblaient légèrement. La ferme appartenait à sa famille depuis 3 générations. Son grand-père Lucien l'avait construite de toutes pièces. L'idée de la perdre lui nouait l'estomac. « Que ferait Sabine ?» murmura-t-il dans la cuisine vide. Sa femme n'était plus là, mais sa voix semblait encore résonner dans chaque recoin de la maison. En dernier recours, il rappela la banque. Pour supplier, peut-être implorer un peu de pitié. La conversation se déroula exactement comme il s'y attendait. La femme à l'autre bout du fil parlait d'un ton neutre, mais elle était déterminée. « Je comprends votre situation, monsieur Moreau. Vraiment. Mais nous vous avons déjà accordé 2 délais. Nous ne pouvons pas vous accorder plus de temps. La procédure commencera lundi après-midi. » Jacques raccrocha. Il prit une profonde inspiration et sortit sur la véranda. La pluie avait cessé. Le soleil matinal brillait sur la terre humide. L'odeur de la terre lui brûlait les poumons. Il se demanda depuis combien de temps il n'avait pas pu admirer ce paysage. Ce n'était pas seulement la peur de perdre quelque chose qui lui serrait le cœur, mais aussi ses souvenirs. Les pommes de terre qu'il avait ramassées avec son grand-père, les après-midi d'été avec Sabine. Mais Jacques ne regrettait pas d'avoir aidé Michel. Son regard fatigué mais reconnaissant lui permettait au moins de garder le moral. Vers 10 heures, il entendit des bruits de moteur au loin. Le grondement des roues sur la route caillouteuse. C'était comme si toute la ferme s'était arrêtée. Jacques leva la tête. Au bout de la route, un convoi de véhicules approchait. Jacques attendait le représentant de la banque qui devait lui apporter les documents hypothécaires ce matin-là. Il était sur le point de tout perdre. Mais les bruits qui approchaient annonçaient quelque chose de tout à fait différent. Au bruit des pneus sur les cailloux, 3 véhicules militaires apparurent au début du chemin de la ferme. Ils étaient suivis de 2 véhicules civils. Les véhicules avancèrent lentement sur la longue allée de Jacques. Il se leva stupéfait. Instinctivement, il regarda autour de lui. Y avait-il eu un accident sur la route principale? Ou bien y avait-il un exercice dans le village? Le premier véhicule militaire s'arrêta. La porte s'ouvrit et un homme en uniforme descendit. Il le reconnut immédiatement. Michel Valin. Mais ce n'était plus l'homme fatigué et épuisé de quelques jours auparavant. Michel se tenait droit, ses pas étaient assurés et son visage n'exprimait plus la fatigue, mais la confiance. « Michel, que se passe-t-il » demanda Jacques en s'approchant de lui, perplexe. Michel lui répondit par un sourire sincère. « Je voulais vous remercier comme il se doit, » dit-il. À ce moment-là, un homme grand, vêtu d'un costume bleu foncé, descendit de la 2e voiture banalisée. Il avait un logo élégant sur la poche de sa veste, Coopérative Terre et Valeurs. L'homme s'avança et tendit la main. « Monsieur Moreau, je suis David Anderson, dit-il. Je suis le directeur général de la coopérative agricole Terre et Valeurs. » Jacques, toujours perplexe, lui serra la main presque machinalement. « Enchanté, mais je ne comprends toujours pas, » dit-il honnêtement. Michel intervint. « Jacques, après votre départ, j'ai parlé de vous et de ce que vous avez fait à mon commandant. Je suis toujours sous-officier, et ce week-end-là, nous avions une réunion des responsables régionaux. »« Je n'ai rien fait de spécial, » dit Jacques d'une voix un peu gênée. « Vous avez partagé des produits que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre, » dit Michel d'un ton sérieux. « Vous avez sacrifié votre propre faim pour nourrir quelqu'un d'autre. Tout le monde ne ferait pas ça. » David Anderson hocha la tête. « Colonel Anderson, le frère de Michel, m'a raconté cette histoire et j'ai pris une décision. Notre entreprise souhaite établir des partenariats avec des producteurs locaux qui croient vraiment en nos valeurs. Après ce que vous m'avez dit, j'ai pensé que je devais venir vous rencontrer en personne. » Jacques jeta un coup d'œil vers le convoi de véhicules qui continuait de vrombir. Une foule immense s'était rassemblée autour de la petite ferme. La stupéfaction se lisait sur son visage. « Tout ça pour quelques caisses de légumes ?» demanda-t-il. Michel secoua la tête et répondit silencieusement. « Ce n'est pas pour les légumes, Jacques.
C'est pour le sacrifice silencieux mais honorable d'un homme. À ce moment-là, un autre homme descendit du deuxième véhicule civil. Il tenait un carnet à la main et portait un badge de presse autour du cou. « Julien Martin, dit-il, je travaille pour le Courrier de Normandie. J'espère que je ne vous dérange pas. Nous aimerions écrire un article sur votre histoire. » Jacques hocha légèrement la tête. Il ne savait pas quoi penser. D'un côté, il était au bord de la faillite. De l'autre, sa vie venait de basculer de manière inattendue. « Entrez tous, dit-il finalement. La maison est petite, mais j'ai du café. » La cuisine était à peine assez grande pour accueillir 5 personnes. Le papier peint était décollé par endroits. La table était vieille et l'une des chaises vacillait légèrement. Jacques était un peu gêné par l'état de son logement, mais il ne manqua pas d'hospitalité. « Je vous offre un café ?» dit-il en montrant la boîte de café presque vide posée sur le plan de travail. David Anderson sourit légèrement. « Nous avons apporté quelque chose, » dit-il. À ce moment-là, l'un de ses assistants apporta dans la cuisine une boîte contenant des croissants frais, des parts de gâteau et du café de qualité dans une cafetière. La cuisine se remplit soudainement d'espoir, d'odeurs sucrées et d'un étonnement silencieux. Jacques, encore un peu surpris, s'assit à la table de la cuisine. Les autres s'installèrent lentement autour de lui. Les chaises étaient usées, la nappe était déchirée, mais il régnait dans la pièce une atmosphère chaleureuse et respectueuse. David Anderson posa sa main sur la table et commença à parler. « Coopérative Terre & Valeurs travaille avec des fermes familiales à travers tout le pays. Nous développons notre réseau d'approvisionnement en produits locaux pour notre chaîne de magasins bio et nos groupes de restaurants. » Jacques ne comprenait pas encore très bien pourquoi cette conversation avait lieu dans sa cuisine. Il hocha la tête en signe d'approbation, mais son regard restait interrogateur. David poursuivit. « Nous payons des prix supérieurs à ceux du marché pour des produits de haute qualité. D'après ce que Michel m'a dit et ce que j'ai pu observer ici, vous correspondez exactement au profil que nous recherchons. » Jacques s'agitait nerveusement sur sa chaise. « Ma ferme est très petite, dit-il honnêtement. La sécheresse nous a ruinés. Je n'arrive même plus à produire suffisamment pour mon étal au bord de la route. » David sourit. « C'est là que nous intervenons, dit-il. Nous fournissons à nos agriculteurs partenaires des systèmes d'irrigation, des semences de qualité et une assistance technique. En échange, nous demandons le droit d'acheter votre récolte à un prix élevé, convenu à l'avance. » Jacques regarda longuement sa tasse de café. « C'est une offre qui semble trop belle pour être vraie. » À ce moment-là, le colonel Richard Anderson, qui était resté silencieux jusqu'à présent, intervint. « Lorsque Michel m'a parlé de vous, votre nom m'était familier. Votre père s'appelait Jean Moreau, n'est-ce pas ?» Jacques releva rapidement la tête. « Oui, mon père s'appelait Jean. Il a servi dans mon unité au Vietnam, » dit le colonel. « Vous lui a-t-il jamais parlé d'un soldat du nom de Richard Anderson ?» Les yeux de Jacques se remplirent soudainement de larmes. « Le petit Richie ?» Mon père parlait souvent de lui. Il disait que c'était l'homme le plus courageux qu'il ait jamais connu. Le colonel incline légèrement la tête. « Votre père m'a sauvé la vie lors d'une embuscade. Malgré une balle dans la jambe, il m'a porté sur son dos pendant 2 kilomètres jusqu'au point d'évacuation. » Jacques retint son souffle pendant un instant. « Il ne m'avait jamais raconté ça. »« C'était dans la nature de votre père, » dit le colonel avec émotion. « Vous avez agi comme lui. Vous avez donné de la nourriture que vous n'aviez pas pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. » Michel hocha silencieusement la tête. « Quand je lui ai dit votre nom et celui de votre ferme, le colonel vous a immédiatement reconnu. Il a compris le lien. » David Anderson posa un dossier brun sur la table. « Voici le contrat type établi pour les agriculteurs membres de notre coopérative. Si vous l'approuvez aujourd'hui, nous aimerions vous verser un acompte afin de sceller notre collaboration. » Jacques ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Les documents étaient détaillés. Les conditions étaient en clair. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit le montant de l'acompte. Cette somme lui permettrait non seulement de rembourser son hypothèque, mais aussi de remettre sa ferme sur pied. « C'est, murmura-t-il. « Considérez cela comme un investissement dans notre future collaboration, » expliqua David. « Nous croyons au potentiel de votre ferme, » ajouta-t-il. Jacques examina attentivement le contrat. « Je vous suis reconnaissant pour votre offre, » dit-il finalement. « Mais pour être honnête, mon équipement est très vieux. Mon système d'irrigation est en ruine.
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à vos besoins en matière de production. David hocha la tête. Nous avons pris cela en compte. Le contrat prévoit un fonds spécial pour les améliorations des infrastructures. Notre équipe technique vous apportera son soutien. Si nécessaire, nous procéderons à une refonte. Jacques resta silencieux pendant un moment. Puis il fixa David du regard. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Il existe des dizaines de fermes plus grandes, plus modernes et plus efficaces que la mienne. Pourquoi m'avez-vous choisi moi plutôt qu'eux ?» Le colonel Richard Anderson croisa le regard de son frère. Sa voix était douce mais ferme. « Ce n'est pas seulement une question d'affaires, Monsieur Moreau. C'est une question de valeur. Ce que vous avez fait pour Michel montre qui vous êtes. » Michel acquiesça d'un signe de tête. « Lorsque vous m'avez donné cette nourriture, vous ne saviez pas qui j'étais. Vous ne pensiez pas me revoir un jour. Vous avez simplement vu un homme dans le besoin et vous l'avez aidé. » Jacques signa le contrat cet après-midi-là, les mains encore légèrement tremblantes. Le même jour, la banque reçut le paiement de l'hypothèque. La maison, la terre, le passé, tout était désormais sauvé. Une semaine plus tard, les ingénieurs agronomes de terre et valeurs arrivèrent à la ferme. Ils examinèrent l'état des terres. Ils évaluèrent chaque détail, des systèmes d'irrigation à la fertilité des sols, et élaborèrent un plan de transformation visant à augmenter la production tout en préservant les méthodes naturelles. Jacques adhéra à ce plan avec une grande détermination. En 6 mois, la ferme de Jacques était méconnaissable. Une infrastructure d'irrigation moderne a été mise en place et les cultures ont été rendues plus résistantes à la sécheresse. Le service marketing de la coopérative a conçu des emballages spéciaux portant le label « Ferme Moreau ». Les produits de Jacques étaient désormais disponibles dans les magasins bio de toute la Normandie. L'ancien étal au bord de la route était toujours là, mais il n'était plus la principale source de revenus, il était devenu un lieu de rencontre où les habitants du quartier se retrouvaient pour discuter. Jacques y employait 2 jeunes de la région. Michel rendait régulièrement visite à Jacques. Il travaillait désormais pour le programme d'emploi des vétérans de Terre en Valeur. Ce programme permettait à d'anciens militaires ayant connu la guerre de trouver un emploi valorisant dans le secteur agricole. 1 an plus tard, 1 an jour pour jour, après ce week-end pluvieux inoubliable, Jacques et Michel se tenaient dans le champ, contemplant la terre fertile. « Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait », dit Jacques dans un murmure. « C'est parce que tu as fait ce qu'il fallait à ce moment-là », répondit Michel. « Parce que tu as fait ce qu'il fallait. » Jacques sourit. « En fait, j'avais tiré une petite leçon. Mon père disait toujours, après le Vietnam, pour rester humain, il fallait aider les autres. Je crois que c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Mon cœur s'est remis à battre. » Le journaliste qui était présent ce jour-là est revenu pour écrire la suite de l'histoire. Au cours de l'interview, il a demandé à Jacques « Cette réussite vous a-t-elle changé, Monsieur Moreau ?» Jacques a regardé les gens qui travaillaient dans les champs. Parmi eux se trouvaient d'anciens soldats, des travailleurs immigrés et de jeunes candidats à la vie d'agriculteur. Beaucoup d'entre eux avaient longtemps cherché un but dans leur vie. « Non, répondit Jacques, cela ne m'a pas changé. C'est juste que j'ai plus à partager. » Ce soir-là, Jacques était assis sous sa véranda rénovée et regardait le coucher du soleil. La ferme était désormais une construction solide et moderne. Mais il avait laissé le jardin fleuri de Sarah exactement comme elle l'avait imaginé. En regardant ce jardin, il se dit « Sarah aurait adoré voir ça. » Un simple geste de gentillesse n'avait pas seulement sauvé la ferme. Il avait créé une vague de changements qui avait touché des dizaines de vies. L'hypothèque était remboursée. Mais pour Jacques, le fait d'avoir choisi d'aider discrètement un soldat affamé ce jour-là semblait être le plus petit résultat de tout ce changement. Vous avez aimé cette histoire? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne Glintbox pour en découvrir d'autres. Et dites-nous, qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Il suffit d'écrire un mot dans les commentaires.